Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Sébastien Aymar. Je suis ravi d'être ici au Salon du Livre de Montréal et de vous accueillir. Euh, Brièvement, moi, je suis responsable d'une revue littéraire, la revue de création littéraire Ancrage, qui est la seule revue de création littéraire en Acadie. Je suis originaire de Montréal, mais je vis à Moncton, au Nouveau-Brunswick, depuis 15 ans. Et donc, je fais un peu le pont entre l'Acadie et le Québec aujourd'hui, puis je vais vous présenter deux auteurs acadiens pour qui j'ai une affection puis un respect immense. Euh, Luc-Antoine Chiasson, Marc Poirier. Donc, je vais vous faire un petit topo là, de leur biographie respective. Alors, Luc-Antoine est originaire de Caraquette. Il vit à Montréal depuis 2009. Présentement aux études à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, en études littéraires, euh, et libraire. Luc-Antoine a publié en 2019 un premier recueil de poésie aux éditions Personnages, Pour commencer le sang, suivi en 2024, 5 ans plus tard, de La grande maison en bardeau rouge qui grince la nuit, toujours aux éditions Personnages. Marc Poirier est aussi originaire de Caraquette, journaliste pendant de nombreuses années, disons quelques décennies, à l'Acadie Nouvelle, qui est le journal national de l'Acadie, et ici Radio-Canada Acadie. Depuis 2020, Marc écrit des chroniques sur l'histoire de l'Acadie dans l'Acadie Nouvelle et fait une chronique à la radio de Radio-Canada sur l'histoire des familles acadiennes. Donc, voilà, en 2025, Marc a publié L'Acadie avant Astor au Septentrion, puis par Maurice Leblanc aux éditions de La Grande Marée. Alors, je vais vous présenter les livres, vous les voyez devant vous. Donc, ici, Marc a écrit L'Acadie avant Astor au Septentrion. Et Luc-Antoine, La Grande Maison, bardeau rouge qui grince la nuit. Deux styles différents, donc. Un journaliste historien, puis un poète libraire. C'est à peu près ça. Mais originaires les deux de Caraquette et qui ne se connaissaient pas avant de se rencontrer aujourd'hui pour l'entrevue. Donc, je vais vous découvrir l'un l'autre en même temps que je vous fais découvrir au public. Ce qui est très, très drôle, c'est que l'année dernière, à pareille date, Luc-Antoine sortait son recueil pendant le Salon du Livre de Montréal, puis on était à la librairie Un livre à soi sur Laurier. Et donc, j'animais le lancement et une entrevue avec Luc-Antoine. Donc, ça fait vraiment plaisir, un an plus tard, de se revoir comme ça, puis de pouvoir en rediscuter avec un peu de recul. Donc, On se connaît depuis way avant ça, par exemple. oui, c'est ça, on se connaît depuis plus longtemps que ça. Je vais commencer avec une question pour Marc. Tiens. Oui. Ah, Marc, est-ce que les historiens sont les journalistes du passé, d'après toi? Ou est-ce que c'est les journalistes qui sont comme les historiens du présent? Oh boy, ben, ouais, un peu des deux, je dirais. Un des deux? Peut-être que les historiens. Moi, je ne suis pas historien. Je me qualifie comme un journaliste de l'histoire. Ah oui, OK. Oui, oui. Je blague souvent en disant, en m'inspirant de Lisa Leblanc, que je ne suis pas historien, mais j'aime ça prétendre que je suis. Euh, mais je dirais que les historiens sont les chroniqueurs du passé. Avant qu'il y ait des historiens, il y avait ce qu'on appelait des chroniqueurs. Les gens qui écrivaient des chroniques, des petits comptes rendus de ce qui s'était passé. On a la chanson de Roland, par exemple, là, qui, dans les temps médiévaux en France, c'était des chroniqueurs. Oui, puis c'est intéressant parce que dans le fond, c'est ça que tu fais.
c'est des chroniques, c'est des courts textes, c'est pas une histoire suivie. Voilà. Ton livre, c'est vraiment... Un sujet à la fois, Hein? ouais, Oui. c'est ça, qui a fait une page de journal et qui est devenu quelques pages dans ce livre-là. Donc, si je comprends bien, il y en avait une centaine que tu avais écrites Ouais, dans l'Acadie Nouvelle, et donc il y a eu une sélection qui a été faite pour être publiée. c'est ça. Ouais, là, je suis rendu à 120, je pense. 120. Quand il est venu le temps de faire le livre, ouais, il y en avait plus d'une centaine, puis j'en ai choisi 40 OK. pour... donc, il y a de la place à d'autres livres, là, si jamais on veut. Ah oui? Oui. OK. Intéressant. Luc-Antoine, ah oui, j'aimerais ça que tu me parles. C'est drôle parce qu'on n'a jamais vraiment abordé la question ensemble, mais peut-être que les gens ne savent pas c'est quoi Caracat, c'est où. Donc, j'aimerais ça que tu me dises en 2 mots, peut-être. Fais attention à ce que tu dis, là. Moi, je le sais, là. Ben, Marc, tu auras un droit de réplique. Ben, je pense que comme. Je pense que Marc est vraiment plus qualifié que moi pour le dire. Moi, je tiens à dire juste une petite nuance, c'est que ma bio dit que je viens de Caracat, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ah Parce oui? que la personnage m'a demandé à où est-ce que j'étais né. Je suis né à Caracat parce qu'il n'y a pas d'hôpital à Chupagal. Mais ma famille vient de Chupagal. Mais en tout cas, c'est un peu compliqué. D'accord. Mais je dis tout le temps que spirituellement, je viens de Caracat parce que c'est comme la place où ce que. Ben, c'est une petite place. C'est combien d'habitants à Caracat? Ça doit être genre 5 000 à peu près. 5 000 à peu près. Là, ça s'est agrandi l'année dernière, donc Ouais, c'est c'est rendu à 7 000. C'est ça, c'est comme 3 000 en haut de la côte puis 2 000 en bas, là, genre quelque chose de même. Mais c'est sur le bord de la baie des Chaleurs. C'est un peu le centre culturel de l'Acadie dans le nord, le sud étant Moncton. La capitale de l'Acadie, autoproclamée. Ouais, très autoproclamé. Très Ouais. Mais quand même. Auto-réclamé, ouais. Puis moi, j'ai passé une grande partie de mon adolescence là. Tous mes chums viennent de Caracat. Tout ça. Je sais comme pas comment décrire Caracat autrement que juste la place où il y a tous les shows, puis que il y a la broquerie qui est le meilleur bar de tous les temps. Puis, Ouais. Yeah. Vrai. Tu as écrit une partie de ton recueil pendant que tu étais en résidence de création à Caracat. Peux-tu me parler un peu de cette expérience-là? Donc, tu vis maintenant à Montréal depuis 2009. Ouais. Puis là, le Festival acadien de poésie t'a invité à... C'est-tu comme ça que ça s'est passé? Ouais, en fait, c'était le Festival acadien de poésie avait commencé à faire des résidences intermédiaires, non pas intermédiaires, mais interdisciplinaires. Puis moi, j'ai un passé de tatoueur à la base. Puis ça fait qu'il m'avait demandé d'aller faire une résidence d'écriture. Puis à la fin de la résidence, en fait, j'ai un passé de tatoueur puis d'art visuel en général. Puis ça fait qu'il m'avait demandé de faire une résidence d'écriture dans laquelle je ferais des flashs qu'à la fin de la résidence, pendant le festival, je tatouerais aux gens. Finalement, ça s'est comme jamais passé pour une question logistique de finalement la place qu'on pensait que j'allais tatouer, je pouvais pas tatouer. En tout cas, c'est bien compliqué. Fait que j'ai fini par faire un zine avec tous les textes. Le zine est au complet dans le recueil. C'est comme le corps du recueil, quasiment. Mais ouais, c'était le fun, c'était malade. C'était dans une espèce de petit appartement qui est dans le CCNB, qui est le Collège communautaire de Nouveau-Brunswick, qui donne directement sur la baie des Chaleurs. C'est absolument incroyable. C'est à côté de la boîte de théâtre. C'est un lieu absolument magique. Puis j'ai refait une résidence là il y a 2 ans pour le Théâtre populaire d'Acadie aussi. Pour les couchers de soleil, je recommande cet endroit-là. C'est la belle place au monde. Ouais, c'était nice. C'était nice d'avoir juste comme. C'est tellement rare d'avoir juste comme un mois où j'avais rien d'autre à faire qu'écrire. Ça m'est jamais arrivé, là. Ah ouais. C'est quasiment angoissant plus qu'autre chose, là, mais c'était. C'est vraiment spécial, les résidences de création. C'est pas tout le monde qui connaît ça. Monsieur, madame, tout le monde n'est pas toujours au courant, mais c'est vraiment un moment privilégié pour créer. Ton recueil, justement, La Grande Maison en barre de rouge qui reste à nuit, peut-être plus que pour commencer le sang, je trouve qu'il est très lié à tes origines. Tu parles d'un certain nombre de choses très personnelles. Il y a entre autres La Grande Maison familiale. Il y a aussi l'histoire du chat, Tia. En quoi est-ce que c'était important pour toi de revisiter ou de parler de ce lien-là avec ton passé à ce moment-ci dans ta vie?
Ben, je pense que il y a une grosse. Mettons, en 2024, quand j'ai publié le recueil, ça faisait 15 ans que j'habitais à Montréal. Je suis arrivé à Montréal quand j'avais 19 ans. Ça fait que, comme là, je m'approche là, tout de suite d'avoir été le plus longtemps à Montréal dans ma vie qu'en Acadie, tu sais. Ça fait qu'il y a comme un peu tout un. Il y avait une grosse, pas remise en question, mais il y a un gros questionnement par rapport à mon identité culturelle de comme, qu'est-ce que c'est être Acadien quand on n'habite pas en Acadie, mettons. Puis, le processus d'écriture du recueil a été vraiment très few and far between. Là. C'est 5 textes que j'ai écrits sur 7 ans. Ça fait que c'est vraiment comme des textes que j'ai mis ensemble que je trouvais que ça répondait. Ça a donné que ça parlait tout le temps un peu de la maison, puis ça parlait tout le temps indirectement de l'Acadie, même si je pense qu'il n'y a pas une fois le mot Acadie dans tout le recueil. Mais ouais, c'est important, je pense, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, comme moi, sont Acadiens, Acadiennes, mais qui habitent pas là, je crois. Puis c'est comme quelque chose de. Tu sais, l'Acadie est quand même, à mon avis, une culture fondamentalement diasporique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de. Comme si on est. C'est-à-dire que notre histoire est construite avec ça, un peu. Pas que, mais en grande partie. Non, c'était pas voulu. Non, ben c'est ça, justement, la diaspora, je pense que c'est rare que c'est voulu, là, mais... Non. mais c'est ça, puis j'avais envie de me questionner un peu là-dessus, justement, sur Ouais. comment est-ce que l'identité se construit au travers, justement, de... Je trouve que l'exil, c'est autant un mot un peu fort, mais c'est... Ouais. Tu te sens un peu en exil encore aujourd'hui ou. Non, plus trop maintenant. Pendant un moment, ouais. Il y a eu un bout, ouais. Pendant l'écriture du recueil, mettons, pendant l'écriture d'usine, oui, parce que là, c'était comme la première fois en 15 ans que j'étais parti, que j'étais là pendant un mois d'affilée. Oui. C'était comme ça arrivait à peu près jamais. À ce moment-là, ouais, quand je suis revenu, j'avais absolument pas envie d'en venir à Montréal, je veux dire. Quand je suis revenu à Montréal, j'avais pas absolument pas envie. Là, je me sentais vraiment exilé de la mère, de ma mère, de tout ça, mais plus trop maintenant. Donc, ça va puis ça vient, tu sais. Ça va puis ça vient. Parlons-en justement de l'histoire de l'Acadie qui a fait en sorte que le peuple acadien a été dispersé et donc vit une réalité diasporique depuis 250 ans. Marc, toi, c'est quelque chose qui te passionne, l'histoire de l'Acadie. Pourquoi est-ce que c'est important de revisiter ces grands moments-là de l'histoire? Parce que même si on en parle beaucoup, on se rend compte qu'on connaît parfois très peu, parfois mal, parfois il y a des mythes qui sont toujours existants. Et c'est pas tout le monde qui va aller se garrocher en bon français dans des gros livres académiques d'histoire sur l'Acadie. Donc, c'est pour ça que je trouvais que faire des chroniques, des petites histoires, une à une, qui traitent de la grande... quand tu les mets ensemble, ça traite de la grande histoire de l'Acadie, mais ça peut être digéré en pièces détachées. Donc, je trouvais que c'était plus accessible pour le lecteur et aussi accessible pour les gens hors de l'Acadie qui s'intéressent à cette histoire-là, de pouvoir s'approprier ou avoir un aperçu de la grande histoire et aussi de découvrir des petites choses, des épisodes qu'on connaît moins et qui, des fois, sont perdus dans le temps, dans les documents, Tout à dans la fait. correspondance. Ah oui, c'est fascinant parce que tu abordes les grands thèmes de l'histoire de l'Acadie, comme la déportation, ce qu'on appelait avant le grand dérangement, qui était un doux euphémisme pour parler d'une tentative génocidaire d'effacer le peuple acadien. Euh, mais tu parles aussi de personnages, tu fais le portrait de personnages moins connus aussi, des personnes, je pense entre autres, voyons, je les ai notés ici. Ben, Madame Latour est quand même pas mal connue, mais Madame de Freneuse, je la connaissais pas du tout. Donc, c'est des personnages féminins qui sont vraiment plus grands que nature, puis on est très, très loin d'Évangéline, là. Oui. Oui, oui, exactement, là. Oui. Ça, c'est un autre grand mythe qui persiste, c'est sûr. La popularité d'Évangéline a enrobé, englobé ou mis dans l'ombre beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres réalités. Oui, oui, oui. Même Pélagie la charrette, c'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup d'Acadiens qui sont revenus des États-Unis en charrette, là. Non, effectivement. On prenait le bateau, c'était plus rapide. Il n'y en a pas tant que ça, en fait, qui sont revenus Non, c'est ça. en Acadie. La plupart sont allés au Québec, Oui. ceux qui y sont partis.
En tout cas, ça, c'est une autre histoire. Parce qu'il y a beaucoup de Québécois qui sont d'origine acadienne. Oui, On dit qu'il y a environ 1 million de on est, Québécois on est rendu à 4, je pense. à 4. Je trouve ça un peu excessif. Oui. Mais qui ont peut-être au moins un ancêtre acadien. Par contre, il y a des régions au Québec qui sont acadiennes, comme Absolument. bon, en Gaspésie, il y a toute une région, les Îles-de-la-Madeleine, Oui. dans le coin de Joliette, entre autres, Les concours. en cours, Oui, effectivement. oui, il y a Donc, plusieurs c'est petites des- poches comme ça. Là, ouais. Ouais. Est-ce que tu as des textes qui concernent un peu les cadis qu'on appelle les régions acadiennes du Québec? Pas directement, mais c'est quelque chose que je veux faire là, plus tard. Là. Ben, en tout cas, à mesure que j'en fais, Ah oui, d'autres. ok. Là. Excellent. Mais par ricochet, par exemple, il y a une histoire là-dedans qui est très peu connue, que moi, je ne connaissais même pas. C'est le premier Acadien à devenir député. Ah oui, Euh, oui. quand on parle de ça, on pense toujours à la Nouvelle-Écosse. C'est là qu'il y a les 2 premiers Acadiens qui sont devenus députés provinciaux dans les années 1800. Mais il y a un Acadien né à Port-Royal qui s'appelait Boudreau. Je ne me rappelle plus son prénom, mais en tout cas, qui lui a été. Il n'a pas été déporté, en fait. Il a presque été déporté, mais le bateau a été détourné. Finalement, sa famille a marché le long de la rivière Saint-Jean jusqu'à Québec. C'est établi à Ah Québec. ouais. Et lorsque le Bas-Canada a été créé en 1791, on a créé la première assemblée populaire et il s'est présenté l'année suivante il a fait partie de la première assemblée du Bas-Canada comme député de la région de Deschambault près de Québec. Ça, c'est vraiment Mais, fascinant, ouais. ouais. Mais ça, c'est ça, il y a plusieurs histoires comme ça. Il y en a eu tellement qui sont venus. Donc, il y a plusieurs histoires à raconter. Euh, je trouve ça vraiment. On pourrait parler de Gilles Vigneault aussi, Ben oui, non, mais c'est ça. qui a passé par les îles de la Madeleine et des îles. Il y a beaucoup d'Acadiens qui sont allés s'établir à cette île, dans ce coin-là. Des Acadiens qui, à cause de la déportation, se sont trouvés au Québec ou qui ont fait le voyage aller-retour, qui sont revenus. Il y en a d'autres qui ont été assimilés à l'anglais et qui ont été ensuite, qui se sont réacadianisés, un peu comme Peter Vigneault, Oui, premier ministre acadien, exact. qui Oui. était lui aussi un Vigneault, je Un crois. Vigneault, oui. Ouais. Un Vigneault devenu Vigneault, Vigneault, parce qu'il vivait dans un village anglophone de la Nouvelle-Écosse et le prêtre trouvait que c'était trop compliqué à écrire, Ah Vigneault. oui, OK. Donc, Ça arrivait. ça arrivait souvent. C'est ça. On anglicisait les noms. Qui ont beaucoup de déclinaisons des différentes Oui, oui. manières de. Moi, j'ai des ancêtres poiriers qui sont devenus des Perry. Ah ouais, À l'île du Prince-Édouard, il y a plein de Perry. C'est tout des poiriers. ouais. L'ancienne lieutenant de Exactement. gouvernement, c'était Ouais. Antoinette Perry. Oui, exact. Poirier. Poirier. Oui. Vraiment Et intéressant. Leblanc qui sont devenus des White. Les Aucoins sont devenus des Wedge. Il y a quelques exemples comme ça, là. Pour moi, qui est originaire du Québec, euh, j'ai trouvé ça fascinant en m'installant en Acadie de me rendre compte à quel point la généalogie était une passion collective infinie, infiniment plus qu'au Québec, et qu'on connaissait le nom de famille des gens, des déportés, puis c'était encore très, très présent dans, dans les discours. Il y a une belle histoire qui raconte ça, qui prouve ça. Bon, il y a eu plusieurs Acadiens qui ont été déportés en France ou en Angleterre, puis ensuite rapatriés en France. Et il y a eu l'établissement de Belle-Île-en-Mer, en Bretagne, où on a vraiment implanté plusieurs familles acadiennes. Ouais. Et il y avait un vieux Leblanc. Et à un moment donné, il y a des gens, des Français, qui sont allés parler à ces gens-là pour connaître leur histoire. Et il y a ce Leblanc-là qui pouvait raconter et énumérer ses ancêtres là, à 3, 4, 5 générations avant. C'était fascinant. Wow. Oui, c'est vraiment intéressant. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse, toi, la généalogie, Luc-Antoine? Ça, ben, peut-être pas de manière formelle, OK. mais un peu comme que tu dis, c'est tout le temps un peu.
c'est autant présent dans les familles, tu sais. Comme ma blonde me disait, c'est drôle, l'été passé, on était pas chez nous, on était à l'île Lamec. Puis ma blonde me disait que c'était vraiment weird parce que là, ça fait comme 10 ans qu'on est ensemble, fait qu'elle est habituée, mais elle me disait que, tu sais, c'est fou à quel point que euh, une personne n'est jamais juste une personne. C'est tout le temps comme ma mère me dit un nom, puis c'est comme, tu sais, Michel Leblanc, là, puis je suis comme Michel Leblanc, puis elle est comme, ouais, tu sais, c'est le cousin à chose, que t'es le père du gars que t'avais déjà pris l'autobus avec quand ce que t'étais, tu sais. C'est tout le temps un peu comme une espèce on fait autant partie d'une espèce de rhizome un peu, il y a genre comme jamais, il y a jamais une personne qui est juste une personne en tant que telle, tu sais. Tout à fait. Puis ouais, c'est ça, c'est vraiment quelque chose de. Ouais, mais j'ai fait un travail, moi, là, pour comme voir vraiment mes ancêtres, parce que c'était compliqué, parce que mon père est adopté, fait que c'était comme OK. un peu tout ça. Puis finalement, on a comme réussi à figure out, parce qu'il a été adopté par le cousin de son père, bon, c'était tout ça. Mais oui, c'est ça. Donc, je peux pas dire que j'ai un intérêt formel pour, mais il reste que ça, c'est comme. Moi, écoute, c'est peut-être un préjugé. Je te connais depuis quelques années, mais c'est pas quelque chose dont on parle nécessairement quand on se voit. J'ai pas l'impression que pour toi, j'ai l'impression que tu t'inscris un peu malgré toi dans une histoire avec un grand H, l'histoire de l'Acadie. C'est quoi ta relation avec le passé, avec l'histoire de l'Acadie? Pour moi, c'est comme si c'était pas quelque chose qui, qui faisait partie de ton horizon Ben, mental. aïe, aïe. Pour moi, mon rapport avec l'histoire de l'Acadie, c'est l'histoire de la littérature acadienne. Ah oui? J'ai déjà dit une fois en joke, puis là je le dis vraiment en joke, mais j'ai déjà dit une fois en joke que si c'était pas de la littérature acadienne, je garde pas tant de l'Acadie. C'est une joke. Mais c'est vraiment, oui, pour moi, l'histoire de la littérature acadienne, c'est quelque chose qui est très important pour moi, qui est un peu une histoire de l'Acadie, mais c'est juste que il y a très peu de traces avant les années 70, avec, tu sais, il y a tout ça. On me l'a appris à l'école par un vraiment très bon prof qui s'appelait Bernard Ferron à l'école Marie-Esther à Chupagan, qui était un incroyable dude. Mais j'ai lâché l'école, fait que finalement, il y a comme beaucoup de choses qui m'ont qui ont passé d'un crack. Je te dirais que ça m'intéressait pas du tout quand j'étais ado, quand j'étais, mettons, début vingtaine, parce que j'étais comme occupé dans d'autres affaires. Puis maintenant, plus je vieillis, plus ça m'intéresse parce que je me rends compte que justement, ça me regarde. Ça te relie avec une Ouais, partie de ton identité? un peu, mais c'est comme que je dis, c'est que moi, ce qui me relie vraiment avec mon identité, c'est la littérature, en fait. C'est avec Puis pour moi, la littérature acadienne, ça donne que la littérature acadienne est une littérature qui est quand même relativement jeune, ce qui fait que toutes les OG, la grande majorité sont encore vivants. Ben là, malheureusement, on en a perdu une couple là, dans les derniers 3-4 ans, mais ça fait que c'est pas quelque chose qui est historique avec un grand H. Ça va sonner vraiment prétentieux dit comme ça, mais je peux appeler Herménégilde Chiasson là. Tu sais, je pourrais, tu sais, c'est pas quelqu'un qui fait partie d'une espèce de panthéon de toute cette affaire-là, c'est juste c'est quelqu'un que je connais. Ça fait que c'est. Pour moi, la notion d'histoire au grand H a toujours été un peu éloignée, mais c'est aussi que je viens d'une famille où si la généalogie est assez importante, tout le rapport à l'histoire acadienne, c'est que j'ai une famille où je veux dire, ma grand-mère sait à peu près pas lire, mon grand-père savait clairement pas lire. Je viens pas d'une famille lettrée, ce qui fait que Ouais. si je demandais à quelqu'un, mettons, si je demandais à ma grand-mère quelle année que la déportation, je pense qu'elle pourrait vaguement me dire 1755 à cause du band, là, mais c'est pas. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui a été vraiment très présent dans mon. Ça a toujours été quelque chose que j'ai. Mais tu parles de ta grand-mère, puis je vais lire un extrait que j'ai trouvé magnifique, euh, qui, je trouve, parce que tu fais pas référence à l'Acadie dans ton recueil, au mot Acadie, tu parles pas nécessairement de l'histoire, mais il y a un lien avec le passé, puis il est pas nécessairement avec l'histoire avec un grand H. C'est à la page 41, quand tu parles de ta grand-mère, tu dis, ma grand-mère me dit, je vais te montrer de quoi tu n'as jamais vu avant. C'était une photo de ses parents à elle, une belle madame, un beau monsieur habillé en blanc, adossé à une voiture. J'ai pensé à tout ce que ça a pris pour qu'on soit là
à toutes les histoires qu'on a dû se raconter pour répondre aux questions que le monde avant nous autres n'ont pas eu le temps de se poser. C'est très, très beau. Merci. L'histoire des familles est aussi importante, sinon plus, des fois, que l'histoire officielle. Oui, c'est bien dit. C'est parce que pour moi, ça m'intéresse quasiment plus, en fait, l'histoire des familles, tu sais. Ouais. C'est un peu J'ai way plus de fun à aller dans un Tim Hortons à Bouctouche puis à écouter les histoires que le monde raconte Ah oui. que de n'importe quoi d'autre, en fait. C'est... Et juste pour vous dire, au Nouveau-Brunswick, les Tim Hortons, c'est encore une religion et les gens vont là pour placoter puis pour ce qu'on appelle gossiper, c'est-à-dire raconter toutes sortes d'histoires à propos les uns des autres. C'est vraiment fascinant. Donc, allez écouter qu'est-ce que les gens se racontent au Tim Hortons. C'est une expérience anthropologique, je dirais. C'est vraiment ça. Il y a des thèses, logique. il y a des thèses de doc qui s'écrivent à tous les jours dans le beau Tim à Mum Cook, là. C'est clair. Et les gens, souvent, comme moi, j'ai pas un accent typiquement d'un village au Nouveau-Brunswick. Et c'est toujours intéressant parce que tout le monde va écouter quand tu parles pour essayer de placer ton accent. De quel village tu viens. Puis ça c'est très... Qu'est-ce qui est ton père? Qu'est-ce que ton père? Qu'est-ce que ta mère? Ouais. Récemment, j'ai rencontré quelqu'un à ma job qui... Je savais qu'il était acadien, juste parce que je savais, mais j'arrivais pas à comprendre d'où ce qui venait. J'étais comme, my God, qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Puis j'ai demandé d'où est-ce que tu viens? Puis il dit Chétican. C'était la première fois que chacun de Chétican, puis j'étais comme, oh, wow, OK, ça c'est comme du deep accent, mais comme, à part ça, pas mal n'importe où que tu viens, je peux comme. C'est très beau l'accent de Chétican. C'est vraiment intéressant parce que l'expérience de se reconnaître les uns les autres est vraiment différente quand on vient d'une région, presque un pays, le Québec, qui a des frontières avec une structure étatique, puis où les gens se définissent les uns les autres comme Québécois, versus quand tu vis un peu dispersé à travers différentes régions du monde, de la Louisiane jusqu'à Terre-Neuve, mais qu'on se reconnaît quand même, on le sait, comme là, c'est quelqu'un de Chétican en Nouvelle-Écosse, toute petite région de pêcheurs sur la côte de l'île du Cap-Breton. Je sais même pas s'ils sont 1000 à Chétican. Non, exactement. Ça qui est comique aussi, c'est que, je sais pas si ça t'arrive, mais on va entendre un accent, on sait que c'est un accent acadien. On le reconnaît, mais on ne sait pas où, des fois. C'est vrai. Il y avait un... Là, j'ai oublié son nom. Antoine Landry? Oui, Antoine Landry. La péninsule acadienne. Ouais. Qui avait fait une vidéo où il imitait les différents accents de la péninsule acadienne. C'est sur YouTube. Très, très, très bon. J'aimerais revenir sur un point, Luc-Antoine. Tu as dit ce qui est important pour toi, c'est l'histoire de la littérature. Puis justement, ton recueil s'ouvre sur le tombeau de Guy Arsenault. Une suite poétique. Qui est Guy Arsenault et pourquoi c'est important pour toi? Guy Arsenault, c'est un poète acadien qui venait de Moncton, de Parkton. Il est mort le 18 mars 2023. C'est le 18 mars? Ah oui, ok. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, je pense qu'il avait 68 ans. Sonia doit savoir ça. Je sais plus. Quel âge que Guy est mort? 68, 69, quelque chose comme que c'est 69. Il est mort après une très longue combat contre l'Alzheimer, mais il avait aussi été diagnostiqué avec une schizophrénie quand même assez jeune dans sa vie, tout ça. C'est un poète super important pour la littérature acadienne en général, mais c'est aussi un peu... en fait, pas un peu, c'est vraiment le premier poète acadien à écrire en chiac. Puis pas un... Parce que dans, admettons, le recueil qui s'appelle L'éloge du chiac de Gérard Leblanc, il y a paradoxalement assez peu de chiac. Oui. Tandis que dans Acadie Rock, donc, son grand recueil, à mon avis, en 74, je pense. En 73, ouais.
Je vois Sonia qui me, qui me fait. C'est vraiment le premier recueil où c'est écrit en chiac, mais comme du début à la fin, puis c'est absolument génial. Puis c'est vraiment une poésie de l'urbanité. En fait, c'est un peu une des personnes avec Herménégilde, avec Raymond Guy, mais en vraiment où Guy a sorti complètement l'Acadie du folklore, de la tradition, de tout ça. Puis c'est à Parkton. C'est beaucoup de ce qu'il voyait dans son quartier. Yeah. Puis moi, c'est un poète vraiment important pour moi parce que il était extrêmement punk, Guy. Comme, Oui, c'est ça. yeah. Tu vois des liens entre son œuvre et la tienne ou entre vos vies même, peut-être, un peu? Ben, sa vie, non, là, parce que. Non, parce qu'il y a une vie particulière. Ouais, quoique, ouais, mais j'ai entendu beaucoup d'histoires de Guy en tant que personne, puis je pense qu'on se serait très bien Ouais, hein? entendu. Moi, quand je suis devenu aware de lui, il était déjà comme gone, là, fait que je l'ai jamais rencontré. Ben, c'est vrai, il y a un parcours très particulier. Puis pour faire un parallèle, ça serait comme le Émile Nelligan de l'Acadie, parce qu'il a produit la plupart de son œuvre poétique très jeune, à partir de 16 ans, publié très, très jeune, diagnostiqué avec la schizophrénie, ce qui est très controversé parce que c'est peut-être pas ce qu'il y avait, là, mais en tout cas, Ouais, c'est ce qu'à l'époque, pas clair, c'est pas clair. et donc, il a passé sa vie à être aux prises avec des problèmes d'addiction puis de santé mentale. Tu sais. Donc, il y a vraiment des parallèles à faire avec Émile Nelligan, le Ouais. grand poète québécois. Puis de la même manière que, tu sais, c'est très débattable, le diagnostic exact de Émile Nelligan. C'est-à-dire, Guy, Ouais. pour l'anecdote, mon frère a déjà fait de l'acide avec Guy Ah ouais, une fois. Puis il me disait, tu sais, il était weird, mais il était pas comme, tu sais, non, c'est ça. weird comme un gosse l'acide, là, tu sais, il était pas, tu sais, Pour le petit soir, moi, je suis ami avec sa fille, Oui, ben oui, Maryse Arsenault. Puis on a beaucoup parlé ensemble. Puis selon elle, c'était complètement un faux diagnostic parce qu'il était révolté, parce qu'il était hypersensible, puis avec l'âme artistique, euh, drogué aussi. Donc, probablement un peu. Ce qui en dit beaucoup sur la société acadienne de cette époque-là. Oui, absolument. Ouais. Oui, parce que c'est une société assez conservatrice. Marc, qu'est-ce qui je sais pas, qu'est-ce qui pourrait te surprendre de l'histoire de l'Acadie? Parce que dans un sens, on parle d'un peuple euh, qui était plutôt traditionnaliste à certains égards, très catholique. Tu sais, il n'y a pas vraiment eu de révolution tranquille en Acadie. Il y en a eu une, mais je veux dire, il n'y a pas eu de rupture totale avec le clergé, par exemple, comme il y a pu y avoir au Québec. Euh, Puis pourtant, on a des personnages très hauts en couleur, donc tu en présentes plusieurs. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui t'étonne, toi, pour... Moi, ce qui m'a beaucoup étonné en fouillant l'histoire, c'est beaucoup la façon comme bon, les Acadiens se sont retrouvés pris parce que les Britanniques ont pris le contrôle, ont conquis l'Acadie au début des années 1700 et se sont retrouvés, bien, ça faisait plusieurs fois que c'était pris, repris, dépris. Mais là, au début des années 1700, c'était comme la fois plus permanente. Puis, comment pendant 50 ans, ils ont tenté de survivre à ça. Puis avec toute la question du serment d'allégeance qu'on leur voulait leur imposer, puis ils étaient pris avec les Français qui faisaient pression d'un bord, les Autochtones qui faisaient pression d'un bord, les Britanniques qui faisaient pression. Ils étaient vraiment pris dans un carcan, mais ils réussissaient toujours à négocier, à pas accepter tout à fait ce qu'on voulait d'eux Ah oui. et à se démerder. Bon, à la fin, ça virait mal, mais pendant 50 ans, c'était incroyable la façon. Têtu, là, vraiment têtu. Les dirigeants britanniques venaient hors d'eux. Là, comment est-ce que ce petit peuple fait pour oser nous résister là, et pas faire ce qu'on veut qu'il fasse? Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Il y avait quelque chose de très punk, pour reprendre le terme que tu as utilisé, dans le manque de collaboration chez les Acadiens pour le pouvoir britannique. C'est-à-dire, Oui. ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Oui, ils avaient été habitués aussi à pas avoir, comme au Québec, il y a toujours eu, bon, au Québec, le gouverneur, l'administration et tout ça.
en Acadie parce que ça durait 10 ans, les Britanniques arrivaient, pouf, 10 ans plus tard, les Français arrivaient. Donc, il n'y avait pas de stabilité au niveau de la gouvernance qui faisait en sorte que la plupart du temps, puis il y avait beaucoup d'Acadiens qui vivaient loin de la capitale, aussi loin de Port-Royal. Ouais. Donc, ils étaient laissés à eux-mêmes beaucoup. Donc, il y avait une espèce d'esprit très, très libre. Tout à fait. Je suis en train de regarder ça, puis je me dis, ah, ça serait intéressant de voir si les gens dans le public ont des questions. Parce qu'il me reste des questions, mais je veux dire, c'est peut-être juste avant pendant que les gens se préparent, je pense qu'on pourrait faire des questions publiques. Euh, Marc t'a laissé entendre que tu pourrais peut-être faire un tome 2 de. Est-ce que c'est dans le chantier ou. Non, j'attends une offre. Ah, c'est bon. Puis, est-ce que les Antoine. Je parle très fort, peut-être que Septentrion va m'entendre. Oui, c'est ça. Est-ce que toi, tu travailles sur un nouveau recueil? Je travaille sur un mémoire de maîtrise, OK. donc absolument pas d'un jour au recueil. Mais j'ai vaguement des idées, là. OK. Très vaguement, mais rien de. Il n'y a pas de chantier, il n'y a pas de rien, là. Est-ce que quelqu'un aurait une question pour nos auteurs? Oui, madame. Vous avez abordé tout à l'heure un peu le chiac, plus proche. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez l'impression qu'avant, c'était un peu une honte de parler chiac, puis que maintenant, peut-être un petit peu avec des courants musicaux, je pense que vous avez parlé de Lisa Leblanc tout à l'heure, est-ce que c'est devenu un petit peu plus à la mode? Est-ce qu'on a moins honte de parler chiac en tant qu'Acadien? Excellente question. Ben, moi, j'ai un truc de réponse. Ben, je pense que il y a inter-Acadie puis extra-Acadie. Déjà, il y a ça. Comme par exemple, moi, je viens de la péninsule acadienne, Marc vient de Caracat. Moi, quand je grandissais, je sais pas toi comment ce que c'était, mais moi, quand je grandissais, il y avait dans certaines communautés un peu une espèce d'air presque de supériorité. Parce qu'on parle pas chiac dans la péninsule, on parle français. Tu sais. On parle français. Tu sais. Le bon français. Le bon français, tu sais. Puis je pense qu'il y a eu une longue période, comme j'ai déjà entendu une histoire, une de mes amies, Rose Després, à mon avis, la grande poète la plus underrated de toute la littérature acadienne, m'avait raconté, à un moment donné, on parlait de Guy. Je me rappelle plus pourquoi exactement, on parlait de Guy, justement. Puis j'avais demandé, est-ce que Guy a déjà été à Caracat? Comme, y a-tu déjà lu quelque part d'autre que Moncton, tu sais, parce que j'ai jamais vraiment entendu parler de Guy qui lisait. Puis Rose m'avait raconté que dans les années 70, ils avaient monté dans la péninsule, ils étaient partis comme on tour, un peu. Puis c'était genre Rose, Gérald, Guy, puis une autre personne, ou quelque chose de même. Puis ils avaient joué à la Grande Maison à Caracat, qui était la maison de Michel Vital-Blanchard, où ce qui est maintenant Tim Hortons. Puis Guy, quand il avait commencé à lire, il y avait quelqu'un qui avait lancé une bouteille, puis qui avait débranché le micro, puis qui avait dit de crisser son camp, puis de plus jamais revenir, puis plus jamais retourner. Wow. Puis ça, c'était genre en 60. Ça devait être. Acadie Rock n'était pas sorti, fait que ça devait être en 72 ou 73. Puis là, maintenant, il y a Radio, Lisa, Le Petit Béliveau, il y a toute cette affaire-là. Fait que, tu sais, évidemment, ça a beaucoup changé, mais il y a encore une honte. Puis d'ailleurs, tu sais, il y a quand même des œuvres culturelles incroyables. Moi, je vous conseille beaucoup d'aller voir le travail de Gab Robichaud avec Parler mal, avec tout ça. Il y a tout un travail aussi qui est fait autour de la sécurité linguistique aussi dans les communautés acadiennes. Mais oui, il y a encore un stigma, mais il est moins pire que c'était. Il y a eu une volonté longtemps dans la société plus éduquée peut-être, de vouloir éradiquer le chiac. C'était mauvais, on craignait que ça mène à l'assimilation parce qu'on mélangeait de l'anglais. Et même c'est surtout le chiac, c'est surtout le sud-est du Nouveau-Brunswick. À l'école, les enseignants réprimaient le chiac. Ils ne laissaient pas les enfants. On voulait éduquer les enfants. On voulait les enlever du chiac. Et jusqu'à temps que, bon, maintenant, c'est plus le cas, là. C'est promu maintenant. C'est quelque chose de in, c'est quelque chose de le fun. Puis surtout à l'extérieur, au Québec, c'est quelque chose qui attire. C'est comme une carte de visite. Mais il y a encore des débats dans le Nord, comme Luc-Antoine dit. On voit le chiac un peu de haut, puis on trouve que ça n'a pas d'allure.
À un moment donné, il y a eu des Jeux de la francophonie canadienne à Dieppe et le slogan que les jeunes se sont choisis, c'est « On est right fiers ». Alors ça fait un très, très gros scandale et il y a du monde qui ont dénoncé ça au bout. Mais donc, il y a encore il y a encore ce débat-là. Est-ce que faire la promotion du chèque, ça va mener à l'assimilation ou, au contraire, laissons les gens s'exprimer comme ils veulent, que c'est une langue régionale, et sans ça, parce que s'ils ne peuvent pas le faire, si on les réprime, ils vont passer à l'anglais. Donc, il y a tout le temps ce débat-là qui est latent. Puis c'est aussi que le débat sur le chiac est souvent un peu binaire, tu sais, dans le sens qu'il y a vraiment un. Tu sais, on fait comme si qu'il y avait de la péninsule acadienne puis Moncton. Puis c'est vrai, cela dit que le chiac de Moncton en ce moment est un peu plus anglophone qu'il était il y a 20 ans, admettons. Mais on oublie aussi les Acadiens de la baie Sainte-Marie, puis les Cajuns de la Louisiane, puis le monde de Chéticamp, puis le monde des Îles-de-la-Madeleine, puis le monde de cette affaire-là. Puis il n'y a aucune de ces personnes qui parle de la même manière, là. Comme absolument aucun. Si tu vas à Clare, à baie Sainte-Marie, c'est comme. C'est une autre langue complètement, c'est une autre affaire. Ça fait que je pense qu'au Nouveau-Brunswick, on a vraiment tendance à comme s'approprier le combat sur la langue comme si qu'il y avait juste nous autres, tu sais. Mais. Et d'autres choses. Et d'autres choses. Ouais, puis autre chose. Mais, yeah. Est-ce que quelqu'un aurait une dernière question à poser à nos auteurs? C'est votre chance. Oui, on a une question ici. Très rapidement, là. Je sais pas si ça pourra être résolu très rapidement. J'étais pas là au début, donc je m'excuse si je répète des informations qui ont déjà été mentionnées. Mais on entend souvent dire, hein, parce que l'Acadie, c'est pas géographiquement délimité comme peut l'être le Québec. Donc, il n'y a pas un territoire où est-ce qu'on peut circonscrire avec des frontières et dire voici l'Acadie. Et je vis ici ou je suis né ici, donc je suis acadien. Il y a une diaspora acadienne à travers plusieurs provinces, même à travers les États-Unis, donc la Louisiane. Luc-Antoine, je t'ai déjà entendu parler du fait que ton identité acadienne à toi, elle passe d'abord et avant tout par la littérature et par les canons littéraires ou par les auteurs et les autrices que tu as lus et qui forgent ton identité, parce que ça fait plus de 20 ans, je pense que tu es à Montréal, et il y a beaucoup d'Acadiens et d'Acadiennes qui vivent à Montréal, mais qui sentent encore que leur identité première est acadienne par la culture, par la littérature. Peux-tu nous parler un petit peu plus de ce phénomène-là, parce que je trouve ça super intéressant? Ben, j'en ai parlé un petit peu tantôt, que pour moi, c'est ça, l'Acadie est fondamentalement diasporique, là. Il n'y a pas d'Acadie comme ça en fait partie. Je pense que pour moi, il y a l'idée que l'Acadie, ce serait un endroit, c'est faux. Il n'y a pas vraiment un endroit. Moi, il y a un endroit que quand ce que je dis je vais en Acadie, c'est une place. C'est une maison sur l'île Lamec, chez ma mère. Mais si tu rentres chez moi, oh my God, il y a tellement d'affaires d'Acadie, on se croirait dans la gift shop du pays de la Sagouine, là, tu sais, c'est comme, puis ça peut être un peu l'Acadie aussi. Ah non, je pense que un peu comme on parlait tantôt, le fait qu'on se reconnaît tous ensemble, tu sais, qu'on se reconnaît dans la rue, il y a du monde qui, tu sais, des plaques de char avec un drapeau acadien. Il y a quelque chose avec cette espèce de sentiment d'appartenance-là, avec, oui, un lieu géographique. Je pense que tout le monde a le sien, tu sais. Comme moi, c'est la péninsule acadienne. Il y a d'autres mondes que c'est ailleurs, tu sais. Tout ça, mais non, pour moi, il n'y a pas de... Pour moi, il y a pas de... La question de la frontière géographique de l'Acadie est comme un faux problème, en fait. À mon avis, c'est vraiment un faux problème. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec ça dans la communauté acadienne, mais moi, j'y crois pas à Merci beaucoup, Luc-Antoine. Merci, Marc Poirier, Luc-Antoine Chiasson. Mon nom est Sébastien Laure-Mort. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir assisté à nos échanges. Venez nous voir au Motel Acadie, juste de l'autre côté ici, là, vous allez voir le néon. Le Motel Acadie vous accueille, plusieurs maisons d'édition. Puis on est très, très, très chanceux que le Salon du Livre de Montréal mette en valeur l'Acadie comme région cette année. Merci infiniment pour votre accueil. Merci. Merci. Merci.